Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Émilie. Émilie que j'ai eu la chance de rencontrer via Laura Le Sueur, femme inspirante et hôte du podcast Les Jeunes Ladies. Je la remercie beaucoup parce que c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer Émilie, qui est une femme incroyable et d'une grande résilience. Émilie est sophrologue de reconversion. Elle est hôte du podcast Elles agissent, qui met en valeur le parcours de femmes qui agissent pour les autres. D'ailleurs, j'avais eu la chance et l'honneur d'y parler de Wounded Women. Et elle est créatrice, je vais y arriver, d'un coffret pour enfants sur les émotions qui sort bientôt en librairie. Et maman de 2 enfants, elle organise aussi des cercles de femmes autour de la sophrologie, de la maternité, mais pas que. Émilie apprend qu'elle est enceinte et en même temps, elle apprend qu'elle est porteuse d'une maladie rare qu'on appelle le X fragile, qu'elle peut transmettre à son enfant à naître. C'est alors qu'Émilie va vivre le plus grand bouleversement de sa vie, un parcours de soins difficile et dans l'isolement cruel des 3 premiers mois de grossesse qu'on passe sous silence. L'angoisse, la douleur des prélèvements, le couperet des annonces, c'est un grand chambardement dans sa vie qui l'amènera vers la sophrologie. D'abord en tant que pratiquante de la discipline et très vite en tant que sophrologue elle-même pour aider d'autres femmes, notamment à traverser ces moments de vie stressants et douloureux. Émilie se confie pour la première fois dans cet épisode sur ce moment de vie douloureux et qui a ouvert une cicatrice émotionnelle chez elle qu'elle commence à guérir. Je la remercie chaleureusement du fond du cœur pour son courage et sa confiance et pour mettre son histoire au service des femmes qui vivraient ce parcours. Alors merci Émilie, merci 1000 fois et je vous souhaite un très bel épisode et surtout n'hésitez pas à écrire à Émilie et lui envoyer comme d'habitude beaucoup d'amour. Merci et à tout de suite. Bel épisode. Bonjour Émilie, bienvenue dans le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Salut Audrey, merci de m'avoir invitée, je suis très contente. Non, merci à toi, très belle rencontre. J'en profite pour remercier Laura, grâce à qui on se rencontre. Oui, c'est clair. Et écoute, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire voilà qui tu es, ton âge, on a encore le droit de dire son âge, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 7 ans et un garçon qui va bientôt avoir 2 ans. Je viens de Levallois. J'habite à Levallois et je suis sophrologue, voilà, spécialisée autour de sujets qui concernent principalement, on va dire, les femmes, en tout cas la maternité, la parentalité, et j'aime beaucoup aussi m'occuper de la relation parent-enfant. Et j'ai d'ailleurs un coffret de jeux autour des émotions qui sortira à la rentrée, aux éditions Le Duc. J'adore ça, m'occuper des enfants et voilà, j'ai aussi créé mon podcast, Elles agissent, où je mets en avant des femmes, qui font bouger les choses. Oui, et bah, exact. Et merci beaucoup de rappeler ton coffret parce qu'effectivement, c'est bien qu'on puisse en parler, je pense, dans la lignée après de ce que tu vas nous expliquer sur ton parcours, parce que je pense que c'est aussi très lié à ton parcours personnel Ouais. dans la Ouais, maternité. totalement. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Et oui, allez écouter Elles agissent. Et puis Levallois, très belle ville. Beh, oui, je sais que tu y habitais aussi donc Ouais, 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 tu exactement. connais. Euh, alors,
Aujourd'hui, on va parler de cicatrices. On dit Ouais. que le mantra de Wounded Women, c'est que le mantra de Wounded Women, c'est pas de cicatrices sans super-héroïne. Donc, de quelle cicatrice, et ça peut être au pluriel, veux-tu nous parler aujourd'hui? Bah, écoute, aujourd'hui, je vais te parler d'une cicatrice, qui est, pas physique, mais qui est plutôt, morale, mentale et c'est vrai que quand, j'ai entendu le mot cicatrice, quand on en avait, évoqué, l'idée d'enregistrer ce podcast, j'avais pas mis ce mot sur, ce que j'avais pu ressentir, mais après j'ai pensé à ce qu'était une cicatrice et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une ouverture, qu'on ne demande pas, et sur quelque chose d'intérieur, profond, qui se referme, plus ou moins bien et qui, peut mettre du temps à se refermer et du coup, le mot a pris sens sur ce que j'ai vécu et donc cette cicatrice, morale, voilà, mentale et en tout cas ma cicatrice à moi est liée à ce que j'ai vécu autour au moment de ma première grossesse et qui, vraiment a été, le début de ma nouvelle vie, en fait, j'ai envie de dire, le début d'une nouvelle reconstruction, de plein de choses et peut-être comme toute cicatrice, c'est avec le temps que je m'en suis rendu compte de tout ça, en fait. Tu veux dire que c'était une cicatrice, qu'en fait, ça avait été une blessure? Oui, ouais, ouais, bah, oui, sur le coup, quand tu vis le truc, tu vois, tu es pas tu es dedans. C'est ce que je Oui. veux dire, j'avais pas le recul pour me dire, que j'étais en train de vivre quelque chose finalement d'assez profond, de au-delà de ce que je vivais, qu'il y avait quelque chose derrière et que Mmh. finalement ça allait m'apporter aussi des choses, d'avoir vécu ça et et voilà, non, j'y pensais pas forcément, non, non, pas sur le coup en tout cas. Je note parce que j'aime beaucoup ton expression, une ouverture qu'on n'a pas demandé. J'aime beaucoup, cette, Ouais, formulation, c'est bien dit. Je pense que ça vaut pour toutes les cicatrices pour le coup, physiques ou psychologiques. ouais. Et du coup, est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer ce qui s'est passé, en fait, pendant ta grossesse et comment c'est fait, en fait, comment s'est créée cette cicatrice? Parce que Oui, ça bien va sûr. être aussi le lien avec, ta reconversion, en tant que sophrologue. Tu nous expliqueras ça après, parce que c'est une reconversion et hem et donc, est-ce que tu veux bien un peu, voilà, nous expliquer ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'était ces événements, finalement difficiles et face auxquels tu as fait preuve de résilience, mais sans t'en rendre compte finalement juste parce que tu as mis un pied devant l'autre chaque jour, quoi? Mmh. Oui, bien sûr, en fait, donc avant d'apprendre que j'étais enceinte et vraiment ça se joue à quelques jours, j'ai appris que je pouvais éventuellement être porteuse d'une maladie génétique. En fait, donc pour revenir à au début de l'histoire, ma maman est venue, enfin m'a appelée, la veille de venir me voir en me disant, voilà, qu'elle avait quelque chose à me dire, que c'était important et qu'il fallait qu'elle vienne chez moi. Donc elle habite en Normandie. Je me suis dit: «Si elle vient chez moi le lendemain matin, moi habitant à Paris, c'est qu'il y a quelque chose d'important à m'annoncer», qu'elle devait le faire, en vrai, quoi. Et donc le samedi matin, elle vient me voir en me disant, qu'effectivement elle venait d'apprendre, elle, qu'elle était porteuse d'une maladie génétique qui s'appelle, la maladie génétique, c'est le X fragile et donc qui me dit que potentiellement, moi, je suis aussi porteuse. Et donc je connais absolument pas ce qu'est le X fragile, je sais absolument pas, voilà, ce que ma mère me raconte et elle me dit: «Je viens te voir, pour te l'annoncer parce que je sais que tu as ce projet de faire un bébé». J'avais annoncé à ma mère quelques mois avant que, avec mon mari, enfin voilà, mon petit copain à l'époque, pas encore mon mari, mais voilà, qu'on avait ce projet en tête et elle me dit: «Du coup, ça peut changer beaucoup de donnes». Voilà, c'est complètement différent et moi, quand elle me dit ça, je me dis: «OK, c'est pas mon sujet». Enfin, pour moi, ça allait me passer au-dessus. Je suis bien, je suis en forme, je vois pas pourquoi elle me parle de maladie génétique. Enfin, tu vois, je le prends un petit peu, Une information quoi finalement, pas une ouais. déclaration. Oui, parce que ma mère me l'annonce, c'est de l'émotion et cetera et moi, j'en ai enfin, c'est pas que j'en ai pas, mais je me sens pas Carnet. pardon, je me sens pas, concernée, ouais. C'est vraiment, «Non, mais t'inquiète maman, tout va bien, enfin voilà, OK, on est en forme et tout». Est-ce que tu peux juste, nous dire en 2 mots, les Oui. symptômes et ce que c'est en fait comme, maladie génétique? Si tu es d'accord.
Alors le X fragile quand on est, malade et j'en parle avec mes mots et avec ce que j'ai compris aussi donc avec toute la subtilité que peut avoir une maladie génétique, je veux froisser personne voilà, qui a quelqu'un, de malade. Mais effectivement, en fait, le X fragile, c'est une maladie, génétique irréversible qui touche aussi bien les garçons que les filles et quand, un enfant est malade et atteint du X fragile, c'est des handicaps lourds et ça peut en fait, il y a toujours, une espèce d'échelle, de handicap qui peut être heu, d'une forme d'autisme, au plus léger à vraiment, quelqu'un qui ne peut pas être autonome et c'est surtout une maladie qui n'ira pas en s'améliorant, et c'est ce que nous présentent les médecins et ce que je veux vraiment dire, c'est que moi, c'est ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué et que c'est vrai qu'il y a un tas de subtilités autour des maladies génétiques et qu'effectivement, c'est aussi ça ce que j'ai ressenti. Que Hem, tu fais la différence, pour qu'on comprenne bien pour la suite, c'est important, entre porteur et être malade de la maladie. Enfin, pardon, c'est Bien un sûr. peu bizarre de dire ça comme En ça, mais fait, je suis ouais. En fait, moi, je donc ma mère m'annonce que je suis potentiellement porteuse de la maladie. Elle, elle est porteuse, elle m'annonce pas qu'elle est malade, elle m'annonce qu'elle est porteuse, et que moi je suis éventuellement porteuse de la maladie et que si je le transmets, voir à quel point les choses ont évolué entre ma mère et moi et cetera d'un point de vue génétique, mais si je le transmets, à quel niveau je peux le transmettre et cetera. Sachant que quand elle est venue me voir, elle me dit: «Voilà, moi j'ai déjà un haut niveau en tant que porteuse, c'est-à-dire qu'on a vraiment, des résultats de lignes génétiques, hein, de génome et cetera et on sait à peu près à quel niveau on est en tant que porteur et donc moi, elle m'annonce je peux être porteur, donc on appelle ça des porteurs sains, c'est-à-dire qu'on porte en nous une maladie génétique et ça peut être le cas pour énormément de personnes sans qu'on le sache et qu'on passe notre vie. Par exemple, ma mère qui a eu 2 filles, saines et qui on aurait pu ne jamais savoir qu'elle était porteuse de cette maladie, en fait. ouais, bien sûr. Mais mais voilà, en tout cas, quand on est porteur sain, il y a pas d'impact, sauf pour le X fragile, où on peut avoir, une, stérilité, précoce. Enfin, voilà, donc c'est quand même un des symptômes que l'on a quand on est, porteur sain et donc ma mère m'annonce ça donc le samedi et bon voilà, comme je te dis sur le coup, je me sens pas, enfin voilà, je pense pas que ça va m'atteindre et puis le lundi, je me dis: «Mais au fait, j'ai pas mes règles, j'ai un retard» et là, le lundi, je fais un test et je suis enceinte. Donc en fait, ma mère vient me voir le samedi pour me dire qu'elle était porteuse d'une maladie génétique, que moi, il fallait que je fasse des tests pour savoir si j'étais porteuse parce qu'elle venait me voir parce qu'elle savait que je voulais avoir un projet bébé et moi, je pense qu'au fond, elle avait senti que j'étais déjà enceinte ou que ça allait approcher C'est et vrai que qu'elle est venue me voir en urgence. Ouais, c'est assez fou et le lundi, je fais le test en me disant: «OK, alors je suis enceinte, je suis potentiellement, porteuse d'une maladie génétique». Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, tu vois, en un week-end, tout a et en fait, c'est intéressant parce que surtout par rapport au travail que tu fais aujourd'hui en sophrologie, ce décalage entre une annonce quand même qui est enfin assez grave dans le sens où les conséquences peuvent être graves, donc sérieuses et le fait que toi ça te passe complètement dessus. Enfin, ça te touche pas plus que ça. Surtout que ta maman va bien, donc tu as pas d'inquiétude immédiate. Au mur que tu te prends le lundi, en fait. Parce que là, tout d'un coup, ça devient ta réalité. en fait, oui, c'est comme je te dis, c'est que moi, vu que je me sens bien, physiquement, en fait, j'avais pas encore pris toute la subtilité, toutes les subtilités, toutes les nuances que, le monde génétique nous offre. C'est-à-dire qu'en fait, la génétique, c'est vraiment quelque chose de complexe, avec des options, vraiment, c'est des tiroirs, dans tous les sens et moi, ça me passait au-dessus. Mais en fait, quand j'ai fait le test, du coup, j'étais pas forcément contente. J'étais un peu neutre, c'est-à-dire que je me dis: «Mais du coup, il a fallu que j'appelle l'hôpital». À l'époque, le dossier familial était à Poissy, à l'hôpital de Poissy, donc j'appelle l'hôpital de Poissy en disant: «Voilà, du coup, je suis enceinte, il faut accélérer les choses». Eux ont un service génétique et en fait, ce qu'il faut savoir, que c'est, par exemple, ma mère, elle a attendu 4 mois pour avoir ses résultats, hein. Ça se fait pas comme ça, voilà, Oui, c'est c'est pas la très long, les tests priorité. génétiques, c'est long. C'est très long, sauf que moi, quand je suis enceinte, j'ai été tout de suite pris
en charge et tout de suite, je suis rentrée dans un processus de suivi médical assez lourd. Voilà, on rentre dans quelque chose où, bah, on veut essayer de déterminer si je suis, porteuse ou pas. Et donc ça, c'est la première étape, donc on m'explique les différentes étapes et j'ai plus forcément la notion, pour ma première grossesse, mais je pense qu'au bout d'un mois, on est rappelé par l'hôpital, de Poissy quand même, au bout d'un mois pour, dire qu'ils avaient les résultats en fait de de ma prise de sang pour savoir si j'étais, porteuse ou pas et quand j'arrive à l'hôpital, moi, je suis toujours avec cette, insouciance, ce côté: «Mais ça va aller, il y a aucun Oui. souci». Ah oui, tu toujours excuse-moi, d'accord, donc même le lundi quand tu vois que tu es enceinte et pendant le mois, tu t'inquiètes pas, en fait? Non, là, à ce moment-là, je me dis: «Non», c'est enfin, j'y pense, mais je me dis: «Bon, ça va pas passer sur moi». Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas possible. Enfin, je sais pas comment dire, c'était une trop bonne nouvelle pour, que, voilà, ça s'impacte. C'est peut-être naïf, mais en tout cas, voilà, c'était ça et même à l'hôpital de Poissy, quand ils nous ont annoncé, moi, mon mari m'a dit: «J'ai tout de suite compris à la manière dont ils sont venus nous accueillir à l'accueil, le regard un peu lourd et cetera» et je lui dis: «Mais moi, j'ai rien capté». Enfin, c'est que pour moi, c'était, OK, je suis arrivée vraiment, comme une fleur dans le bureau, de, la responsable du service génétique et là, elle m'annonce que, entre ma mère et moi, ça a évolué. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment porteuse, ils appellent ça des porteurs mosaïques, c'est-à-dire que j'ai des lignes de gènes, où, je suis pas du tout porteuse. Il y en a d'autres où je suis porteuse très, très fort, c'est-à-dire que c'est vraiment à la limite, ça aurait pu basculer et j'en ai d'autres lignes où c'est, mosaïque, c'est-à-dire que j'en ai pas, il est porteur, il est pas là. Tu vois? C'est vraiment une espèce de subtilité et moi, mon cas de figure est très, très subtil. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais ce sur quoi ils sont très fermes et ce sur ce qu'elle m'annonce, c'est que par contre, entre moi et mes enfants, ça sera 50-50. Ça sera soit je transmets et si je transmets cette fois-ci, ça sera pas en tant que porteur, ça sera en tant qu'enfant malade. Il n'y avait plus de possibilité d'évolution, c'était voilà. Soit je ne transmets pas et c'est terminé et mon enfant ne sera même pas, voilà, malade. Donc là, par contre, mon monde s'écroule. C'est-à-dire que là, parce qu'elle me dit: «Il faut tout de suite faire être pris en charge, pour faire une échographie beaucoup plus, poussée et cetera, parce qu'on va faire une biopsie de trophoblastes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, voir une fois que le bébé aura sa place, assez de place, dans ses gènes à lui et définir, son code génétique pour comprendre et voir, qu'est-ce q voilà, est-ce que le bébé est sain ou est-ce que le bébé est malade? Et là, donc moi je pleure, enfin voilà, je suis déconnectée. Quand elle me dit tout ça, c'est trop en fait, trop d'informations et puis là, je te le résume, mais c'est vrai que le X fragile, c'est si je le transmets à une fille, il n'arrive pas à déterminer, si elle est malade, à quel point elle peut être, impactée par la maladie. Parce qu'une petite fille aura, le X malade si je lui transmets, mais elle aura aussi, le X de son papa et à ce moment-là, il y a quelque chose qui compense. C'est-à-dire qu'il y a un X qui compense quand même dans les gènes et ils ne savent pas déterminer et c'est normal à quel point quel gène ira où et à quel point il y aura des gènes de mon côté ou celui de mon mari dans l'enfant. Et après, on re-rentre dans des statistiques assez fortes en disant: «Il y a tant de petites filles qui sont, malades, mais qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à avoir un métier. Il y a tant de petites filles qui sont, très impactées. Il y en a tant qui sont, vraiment sur des handicaps lourds». Et sur un garçon, c'était un peu plus radical, c'est-à-dire qu'il y a rien pour compenser, c'est-à-dire que le X malade aura vraiment une défaillance avec le Y du papa. Il y aura vraiment quelque chose, qui manquera à ce petit être et votre bébé garçon sera vraiment, vraiment malade, quoi. Et donc ça, pour déterminer tout ça, c'est une biopsie de trophoblast qu'on peut faire à 2 mois et demi de grossesse. Et donc heu et donc voilà et tout ça m'est annoncé, enfin de manière, je veux dire là, je rentre dans un espèce de tunnel. Tout s'enchaîne, c'est très médical, c'est très bien suivi, mais moi quand je rentre, et que j'ai ce 2 mois et demi, enfin 3 mois d'attente parce qu'une fois que j'ai la biopsie, c'est 15 jours après où on a les résultats, donc c'est quand même à 3 mois plein de grossesse. Hem, ouais, j'ai 3 mois là, je vis 3 mois en enfer. 3 mois où je suis, où je suis très, très malade. Je sais que, voilà, c'est des symptômes, de début de grossesse, mais moi j'ai des nausées absolument tout le temps, je vomis tous les jours.
je perds 4 kilos. Moi, au début, je m'inquiète, savoir si ça impacte sur, ma grossesse. Alors on me dit que non, le bébé, prend ce qu'il a à prendre. C'est moi et mon stress qui, enfin voilà, qui accentue la chose. Enfin, j'étais vraiment mal, je fais que de pleurer, je suis triste, j'ai envie d'hurler. En plus, il y a tout ce truc autour du premier trimestre de grossesse où, on n'en parle pas, mais en fait, c'est une horreur de pas en parler parce que, enfin, moi, je me dis que ça n'empêchera pas si un drame doit se passer, enfin, voilà, si on doit perdre notre bébé ou quoi que ce soit. Mais en plus, on reste avec ce: «Je dois faire semblant que tout aille bien, je dois aller travailler, je dois» en plus, à l'époque, je travaillais dans un job qui était pas très cool où, mon boss était clairement, en train de faire du harcèlement moral, sur ma personne. Enfin, voilà, c'était vraiment un contexte où je me disais: «Mais l'enfer, quel enfer!» Et ces 3 mois ont duré des années pour moi. Enfin, c'était horrible. Ouais et je comprends, tu vois, ça me fait des frissons et je perçois ton émotion parce que j'ai vécu la même chose que toi sur des raisons différentes, mais avec les mêmes types d'analyses génétiques et effectivement, d'être dans ces 3 mois de silence où tu peux pas annoncer ta grossesse, où potentiellement tu vas même, dépasser le stade de l'IVG et que du coup, tu as plus de choix quelque part. Est-ce que je garde cet enfant ou pas? Sachant qu'il va être malade ou pas. Enfin, ça, c'est un choix ouvert à chacun Alors, nous, et c'est, moi, ça aurait été une interruption médicale de grossesse. oui, mais quand même, je trouve que ça te met dans une position d'attente sans savoir, Oui, bien sûr, qu'est-ce bien que va sûr. devenir ta grossesse. Est-ce que tu fais un choix, pas un choix? Est-ce qu'il y aura une IMG, pas une IMG? Et 3 mois, même si, voilà, tu es vu entre-temps, il y a le trophoblast, après, il faut que tu attendes, donc faut t'attendre la date du trophoblast. Donc déjà, c'est attente. Ensuite, tu fais ta ponction du trophoblast. Il faut savoir que ça fait quand même assez mal parce qu'on nous anesthésie la peau, mais on nous anesthésie. Enfin, il faut que les gens comprennent, c'est une carotte, hein. On vient prendre une carotte du placenta, donc on transperce l'utérus, donc ça, il n'est point d'anesthésie, n'est-ce pas? Donc c'est assez douloureux. Et puis c'est impressionnant quand même, je trouve. Enfin, personnellement, moi j'ai trouvé ça assez Bien impressionnant. sûr. T'attends et surtout, t'as pas de suivi. C'est-à-dire que toi, tu rentres chez toi et tous les soirs, tu te vois toute nue et tous les soirs, tu vois ton corps et tu te dis, peut-être que tout va s'arrêter, peut-être que mon enfant est malade. C'est, je trouve que c'est vraiment, enfin, tu es vraiment très forte et je suis assez émue de ce passage de ton témoignage Mmh. parce que je trouve que c'est des moments de solitude extrême. Heu, Comment ça s'est passé avec ton conjoint, toute cette phase? Avant d'avoir les résultats, toute cette phase d'attente, ces 3 mois, de vide? C'est ça qui me vient en tête, tu vois, le vide. Ouais, le vide, bah, lui aussi, c'était, quand même un choc parce qu'un électrochoc parce qu'il a tout appris aussi en même temps que moi. Enfin, je veux dire, il était là à tous les rendez-vous, il m'a vraiment bien épaulé, hein. C'est heureusement aussi, qu'il était là et qu'il avait cette force que j'avais pas par moment parce que je pense qu'effectivement, moi j'avais le bébé en moi, c'est moi qui ai eu la biopsie et quelque part, moi je le voyais en fait. En plus je vois enfin beaucoup plus mon enfant parce que j'ai très souvent, des échographies, pour, voilà, pour avoir la date de datation, l'évolution, pour avoir, quand est-ce qu'on fait la biopsie, au moment de la biopsie. On me le montre après la biopsie pour me dire que mon bébé va bien, mais moi, je suis dans un truc en me disant: «Mais je sais pas si j'ai envie de le voir, pas le voir», enfin, tu vois? Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc je pense que j'avais ces émotions exacerbées et lui les avait aussi, mais il arrivait à prendre un peu plus, peut-être de distance ou voilà, il avait pas ces confrontations, avec, concrètement ce que c'est, autant que moi et ça, c'est quand même hyper dur, tu vois? Parce qu'on a ce suivi médical qui est normal parce que voilà, il faut avoir ces résultats, mais c'est, ouais, à la fin, je me disais, «Je sais pas si j'ai envie encore de voir mon bébé, enfin, en échographie parce que s'il faut arrêter», enfin, tu vois, il y a tout plein de trucs et puis, et je me rappelle, on a eu le résultat le 16 juillet et ce week-end-là, le week-end du 14, lui me disait, bah, qu'on pourrait peut-être aller en Bretagne, passer un week-end en famille, pour changer les idées et là, je lui dis: «Par contre, non, c'est pas possible. Enfin, peut-être que le lundi, on m'annonce que c'est fini, et que mon corps commence à vraiment montrer» enfin, tu vois, il y avait un petit ventre qui commençait à sortir. Ça fait 3 mois plein de grossesse et là, je me suis dit: «Il y a un petit décalage entre moi, je suis à bout et lui qui disait que ça pouvait nous refaire du bien». Mais parce que, voilà, lui avait déjà ce recul que, j'avais pas encore, j'étais trop dedans, quoi, j'étais trop dedans. Mais il Et était d'un énorme soutien. Ouais. et est-ce que tu as pu en parler à quelqu'un d'autre que lui ou vraiment vous avez gardé ça pour vous? Parce que ta maman, du coup, est-ce que tu lui en as parlé?
Oui, 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 maman, tout de suite, vraiment, dès le départ et vraiment, quelques amis. Ça se compte, mes amis les plus proches, qui étaient là autour de moi, je pense que j'en avais parlé à 2 ou 3 personnes, quoi. Parce Et qu'il y avait déjà ce truc de 3 mois de grossesse, tu sais? Il y a juste ce ah oui, truc où on se dit: «Bah, déjà, on n'en parle pas» parce que, je sais pas pourquoi, enfin, tu vois? Enfin, moi, là, du coup, j'ai beaucoup de distance par rapport à ça parce que je me dis: «Mais, en fait, c'était trop, quoi. C'était trop de rien dire, c'était trop d'être malade tous les jours comme ça, bien sûr. c'était trop de d'avoir cette, échéance, qui n'arrivait pas. Enfin, c'était tellement long tout ça alors que et les émotions sont exacerbées quand on est enceinte et puis là, c'était une explosion, quoi. C'était une explosion Déjà de tout, quoi. C'est ce que dit, Judith Taquin dans son livre «3 mois sous silence». C'est que, les fameux 3 mois où tu as les risques de fausse couche, où tu as les risques de Ouais, complications, de perdre ton enfant et cetera. Pardon, je sais qu'on dit plus, fausse couche, c'est, interruption, naturelle de grossesse. Où tu as donc ces attentes de résultats, où tu as ça fait partie des 3 mois les plus durs de la grossesse et pour ouais, autant, je suis d'accord. tu peux pas, en parler rien que pour que les gens c'est bête, mais parfois les gens qui ont des attentions pour toi, c'est pas tes plus proches et ça permet à des gens d'être présents pour toi, d'avoir un petit message, une petite pensée. Quand tu travailles encore à ce moment-là, bah, des collègues qui sont attentionnés, enfin je veux dire, en fait, ça te prive d'une bulle de bienveillance et de douceur, alors que c'est presque là où tu en as le plus besoin, je dirais, avec la fin vraiment quand tu vas accoucher, quoi. Mais Ouais, parce que les douleurs physiques, hors pathologie, hein, mais de fin de grossesse, d'avoir mal au dos, etc., c'est rien à côté la souffrance psychologique que c'est de ce que tu as vécu là. En plus, tu vomissais beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est un déchirement. Des fois, tu as envie de ne pas te réveiller, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est vraiment très difficile. Et est-ce qu'à Poissy, vous ont proposé un suivi psy ou pas du tout? non et en fait, on a très vite été transférés à Debré, dans le, Ah oui. 19e arrondissement parce que nous, on habitait dans le 20e, donc vraiment juste à côté et que, voilà, on pouvait être suivis, d'un point de vue enfin, c'est là où je voulais accoucher, être servie dans le service génétique, il y avait un service génétique aussi, mais non, pas je m'en souviens pas, donc je pense pas, voilà, qu'il m'ait proposé ça et je non, je crois pas. Et c'était très effectivement des rendez-vous, où, c'était très informatif, ouais, voilà, très médical et ça, c'était très bien parce que comme je te dis, moi, je te résume le X-Fragile, mais c'est toute une subtilité, c'est très compliqué. Il faut déjà que moi, je comprenne, tout ça et c'est des tas de schémas. On nous montre, moi, comment je suis porteuse, le côté mosaïque, le côté, et en fait, quand il résume, voilà, c'est transmission, oui, non, voilà, ça c'est clair et radical. Mais même encore maintenant, sur mon mari, sur certaines subtilités, on n'est pas d'accord sur ce qu'on a compris, Ah tu oui. vois? Et donc, il y a tellement de choses à nous faire, comprendre, bien sûr s et là, ils accentuent beaucoup. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, bah, j'étais seule, mais vraiment seule avec mon attente. Avec, mes doutes, et je m'interdisais de vraiment me projeter positivement. Ça, c'est très bizarre, mais c'était, j'arrivais pas à envisager que ça se passe bien. En fait, j'arrivais pas à me projeter, tu vois? J'arrivais pas, j'étais en apnée, voilà. Mmh. C'est 3 mois d'apnée, vraiment. Et, Du coup, ouais. comment tu sors de ton apnée? Quand est-ce que tu reprends, ta respiration? Ah bah, quand, j'ai le résultat. Le résultat et pour dire à quel point le psychologique joue, c'est que la veille du résultat, encore le soir, j'étais dans mes cuvettes des toilettes en train de vomir tellement, le soir, enfin matin, soir, ça devenait, vraiment, n'importe quoi et du moment où j'ai le résultat, donc le matin, on y va et elle me demande comment s'est passée la biopsie, si j'étais pas trop fatiguée et je commence à lui dire: «Non, non, que ça s'est bien passé». Elle me dit: «Ah bah, tant mieux parce que, maintenant la suite, s'annonce, super, voilà, vous avez, toute la suite devant vous» et moi je commençais à répondre à sa question, tu sais, sur un long monologue pour faire un peu passer le enfin, tu vois, comme si j'avais besoin d'oublier qu'elle allait me donner la réponse et une fois qu'elle me la donne, pareil, je pleure tellement que je déconnecte sur tout ce qu'elle me raconte et c'est mon mari après qui me dit: «Bon, il faut que tu ailles t'inscrire, il faut faire ci, il faut faire ça». Tellement moi j'étais, pareil redéconnectée et là, je n'ai plus revomi, je n'ai plus une nausée. Alors, aussi, c'est les 3 mois de grossesse et cetera, mais moi, c'est tellement radical. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que, hem
Bah, là, tout s'ouvre, je le dis, j'ai le droit de le dire, ça fait 3 mois. Je sais que tout va bien parce qu'en plus, j'ai la chance du coup d'avoir eu un panel de génétique autour de tous les tests qu'ils ont fait. Ils en profitent aussi pour aller faire, d'autres choses et cetera. Donc je sais que mon bébé est en pleine forme, que c'est une petite fille, qu'elle n'est pas porteuse, et que c'est fini, enfin, tu vois? Et donc du coup, là, oui, c'est la libération. Voilà, là, je profite de ma grossesse et le reste de ma grossesse est juste, merveilleuse, quoi. Enfin, tu vois? C'est genre, je me dis que j'ai été enceinte 6 mois parce que les 3 premiers mois, comme je disais juste avant, c'était l'apnée. Donc là, après, j'en profite, à fond, je vis vraiment le truc, avec ses hauts et ses bas, le changement du corps et cetera. Mais c'était tellement superficiel pour moi. Enfin, tu vois? Tout devenait, c'était tellement précieux et je pense que quand on vit quelque chose d'aussi dur et que, on se rend compte pendant 3 mois que ça peut ne pas arriver, que ça peut être, quelque chose qui s'arrête, je pense que tu le vis différemment. Tu vois? La suite quand tu as cette chose en tête de, c'est fragile, tu vois? C'est ça parce que j'avais une copine à l'époque, on était enceinte, voilà et elle me disait, quand je lui ai annoncé et donc on parlait pas du tout du X fragile, quand on annonçait, ça parce que j'étais pas prête à reparler de tout ça, j'étais pas prête, j'avais vraiment mis de côté. Pour moi, c'était, C'est on fini. n'en parle pas. Une nouvelle On en grossesse parle presque. Ouais, une nouvelle grossesse et elle me disait, «Mais toi, tu as pleuré quand, tu as su et tout?» parce que moi, j'ai pas du tout pleuré, finalement, c'est un peu de distance, tu vois? Et je me suis dit: «Finalement, c'est pas que j'ai eu de la chance de vivre ça, tu vois? Mais de cette épreuve, en fait, j'ai la notion de la valeur que ça a et en fait, elle, de pas avoir vécu d'épreuve et c'est pas grave non plus, elle était dans une espèce d'insouciance que je pouvais avoir au tout début, tu vois? Ce qu'on disait au tout début. Elle était dans un truc, mais oui, c'est trop cool et elle avait accouché déjà et cetera et elle me dit même à l'accouchement, enfin, tout va bien, et et c'était pas qu'elle avait pas la notion, enfin voilà, je juge pas, mais je me dis: «Moi, j'ai quand même ce truc en plus, d'avoir eu pendant 3 mois qu'on pouvait me l'enlever» et du coup, bah, tu prends toute une ampleur. Alors oui, j'ai pleuré, mais peut-être que j'aurais pleuré même sans avoir tout ça parce que je suis assez émotive, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, cette phrase-là, elle m'est restée parce que je me suis dit: «Mais en fait, cette épreuve, ce que j'ai vécu, du coup, ça me le fait vivre totalement, pleinement». Enfin, les 6 mois, je vis pleinement le truc, ça c'est clair. Et du coup, ça me fait des frissons, quand tu racontes ça. Hem, Comment, ça se passe? Du coup, là, toi, tu vis super bien ta grossesse et tu ne veux pas parler justement de ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu souffres quand même d'un décalage entre la joie des gens à qui tu annonces ta grossesse, qui du coup ignorent tout de ces 3 premiers mois d'enfer, heu, parce que tu aurais eu besoin de soutien ou au contraire, comme c'est une nouvelle grossesse qui démarre, tu fais presque un déni de ta fameuse cicatrice, psychologique? Mmh. Tu dans quelle position du coup? Non, bah, j'ai fait, je pense, le côté plutôt déni, c'est-à-dire que je voulais absolument pas qu'on en parle. Ah oui, Tu vois? d'accord. Je voulais Une absolument volonté, pas. c'est une volonté, c'était pas de l'omission, c'était vraiment une. Non, je ne voulais pas qu'on en parle alors qu'en fait ma fille était saine, mais je voulais pas, par exemple, je me sentais pas armée pour répondre si déjà pour réexpliquer, enfin tout ça, j'avais vraiment pas envie et en plus qu'on ait un doute, c'est-à-dire qu'on dise: «Mais est-ce qu'on est sûr que ta fille, soit saine? Est-ce qu'on est sûr?» Et je me disais: «Si jamais elle est pas dans les normes en termes de stats, tu sais, pour marcher, pour Oui, tu parler», enfin tu sais, je me projetais hyper loin. Et je me disais: «Je veux pas que dans la tête des gens, ils aient un doute sur ses capacités ou sur quoi que ce soit» et en fait, ça s'est apaisé au fur et à mesure du temps parce que, mais ça, c'était vraiment au début et parce que, au fur et à mesure, j'ai pris la distance avec tout ça. C'était trop chaud, c'était trop frais. J'avais peut-être pas envie de revenir dessus et parce qu'après on l'a dit à un peu plus de personnes et cetera et que finalement, j'ai eu ces questions. J'ai eu: «Est-ce qu'on est sûr? Mais comment ils savent? Est-ce que» enfin, tu vois, les gens sont c'est pas méchant, ils projettent sont peut-être leur un peu peur en fait. Ils projettent leur peur sur, leur ouais, propre. ils projettent leur peur, puis on comprend pas tout. La génétique, c'est quand même hyper, Ouais. comment on sait qu'ils ont pas prélevé, mes gènes et pas les siens? Enfin, tu vois, ils m'ont posé toutes Ah ces oui, questions oui, oui. Ouais. et ça, j'étais pas armée avant pour y répondre et maintenant je sais, je peux le faire avec la distance et une fois que j'avais pu répondre à ça bah, j'en ai plus parlé. J'en ai parlé, plus facilement. Ouais, donc du coup, du coup, tu vis bien ta grossesse parce que finalement, comme tu fais un peu un déni quelque part de ta souffrance en disant: «Je me concentre sur le positif» et c'est une force, hein, parce que du coup, je pense Ouais. que tu as donné beaucoup à ton bébé aussi à ce moment-là.
hem tu vis pas mal le fait de pas être plus entouré que ça ou qu'il y ait plus d'être plus chouchouté que ça au final parce que toi tu es bien donc finalement, Ouais, OK. Non parce que ça des fois c'est un peu dur parce que toi tu te dis: «OK tout va bien bien, mais sûr. maintenant que je souffle, j'aurais bien aimé, que les gens sachent pour me soutenir et presque me porter un peu quoi». Parce que c'est vrai que c'est des moments difficiles et et du coup comment ça se passe ensuite, donc tu as ta petite fille née et cetera. Comment ça se passe la suite de ta maternité? Est-ce que avant d'avoir ton deuxième enfant, tu te prends un peu en boomerang, ce moment difficile qui te revient dessus ou comment ça se passe? Bah, en fait, non, mais j'ai eu un postpartum tellement chaotique que, en fait, les 3 premiers mois sont oubliés et je revis quelque chose d'autre qui est lié, à ma grossesse et à mon accouchement, où là, je c'est vraiment lié à l'accouchement que j'ai eu, tu vois? C'est autre chose. Je revis autre chose, mais en tout cas, je mets de côté, encore, tout ce X fragile. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que quand j'ai accouché, la sage-femme ou enfin la personne qui m'accouche me dit, «C'est bien vous la, femme du dossier du X fragile». Elle me dit ça juste avant que je pousse, tu vois? Et on se dit enfin, sur le coup, bon, voilà, elle me dit ça et après on passe à autre chose. Et avec mon mari, on en reparle, mais c'est un truc dont on reparle encore maintenant. On ne comprend pas pourquoi elle nous a parlé de ça à ce moment-là. Le seul truc, c'est que je me dis qu'il y avait tellement d'accouchements simultanés qu'elle voulait se repérer dans les dossiers. Je me suis Oui, juste dit oui, ça. je pense que ça doit être Voilà, mais lui comme moi, on a noté cette phrase et je sais pas, on en a reparlé peut-être 24 heures après en se disant: «Mais pourquoi elle a demandé ça?» tu vois? Et ouais. pourquoi me rappeler ça au moment où je vais accueillir mon bébé? Déjà que c'était un peu compliqué l'accouchement et cetera. Pourquoi elle me parle de ça? Et ça, j'ai trouvé mais tellement lunaire, tellement et là, je me le reprends en pleine tête. Donc c'était pas après je me le suis pas pris en postpartum, mais vraiment ce moment de l'accouchement, mais c'est assez dingue et je comprends toujours pas pourquoi elle m'a parlé de ça, parce que quand j'ai dit: «Oui», elle est passée à autre chose, tu vois? Alors je me Ouais. dis soit elle était en train de me faire, l'épisio, j'en sais rien, enfin et elle voulait parler de quelque chose pour que je pense à autre chose, soit je sais pas. Et c'est vrai que c'est ce truc qui reste un peu en suspens, Ouais. heu mais voilà, mais après mon postpartum, j'y pensais pas. Le moment où c'est revenu un peu en boomerang, c'était quand on a parlé, est-ce qu'on voulait un deuxième enfant ou pas, en fait. Bah oui, parce C'est, que la question se repose à nouveau. bah, parce que quelques années, oui, enfin, au début, bah, l'hôpital m'appelle pour me dire, bah, si je voulais, je pourrais rentrer dans un processus de FIV puisqu'en fait, ils pourraient, sélectionner, Oui. bah, oui, en fait, faire au lieu d'attendre la biopsie, voilà, sélectionner, les ovules saines, enfin, voilà, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, mais en tout cas, voilà, sélectionner pour que, dès le départ, on n'ait que, des embryons, enfin, voilà, que ce soit sain dès le départ. Et moi, l'hôpital m'appelle, je sais pas, ça devait être, je sais plus combien de temps après, mais peut-être 6 mois après mon accouchement, un peu plus même et non, un peu plus et je lui dis: «Mais non, c'est» enfin, je l'envoie un peu chier, enfin, je sais pas comment dire, j'ai dit: «Mais non» et pour C'est moi, c'était pas le hors de bon question. mot. Mais oui, c'était hors de question déjà de me reparler de ça, mais me parler pas de j'ai un peu nié, tu vois, l'idée d'avoir un deuxième et du coup, je raccroche, je dis: «Non, non, ça m'intéresse pas». Alors qu'en soi, ça pouvait être très bien une option. Non, mais c'est vrai, ça pouvait être une option en se disant: «Bah, voilà, je prends les choses en main, j'anticipe, je ne veux pas revivre ça Ah oui, bien sûr. et je rentre dans un nouveau processus où je sais, voilà, que je». Mais c'était parce que Mmh, ton postpartum était difficile ou parce que juste tu refaisais ton chemin, tu étais en train de recoller les morceaux de toi-même et que tu étais pas prête à avoir un autre enfant? non, là, quand ils m'ont appelée, c'était vraiment j'avais passé le postpartum et même s'il était difficile et que bon, d'avoir un deuxième enfant, c'est tu te poses toujours la question. Là, c'était vraiment le processus de re-rentrer dans cette, cicatrice qui du coup était ouverte, là Ah oui, encore. Là, je m'en suis rendu compte parce que j'ai nié le truc, j'ai dit: «Non, non, mais ça fait mal. je ne veux pas qu'on m'en parle, quoi. Bah, Je c'est ne ça. veux pas qu'on m'en parle. Ouais. Éloignez-vous Laissez-moi». de blessures, quoi. Ouais Ouais. Ah ouais, et c'est du coup, avec mon intéressant. mari, on s'est toujours posé la question: «Est-ce qu'on voulait un deuxième enfant ou pas?» parce qu'il y avait ce truc, tu vois? On l'appelait truc, je crois, ou un truc comme ça. On ne disait même pas, tiens, tu vois? On disait: «Bah, parce qu'il y a ça, quoi. Est-ce qu'on veut ou pas un deuxième enfant?» Et donc on a distingué la volonté d'avoir un deuxième enfant et le X fragile et à un moment, on s'est dit oui, qu'on avait envie et on s'est un peu dit: «Bon, bah, on va voir, on verra quoi, on verra ce que la vie, on verra». Et à ce moment-là, tu repenses pas au processus de FIV, tu te dis: «On le fait naturellement»? Non, ouais, Mmh. Mais en choix, pas en je conscience du coup? Parce que c'est en conscience? ouais, oui, Ah ouais. oui, oui.
Mmh. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que ma fille, en fait, je suis tombée enceinte, le 1er mois où on a essayé et mon garçon est arrivé, quasiment au bout de 2 ans. Mais sans on j'avais pas de contraception, on faisait attention parce qu'en fait, on s'était dit: «OK, on essaie», mais en même temps, il y a toujours ce truc de: «On va retomber Mmh. dans ce processus. Est-ce que j'ai envie? Est-ce qu'on n'a pas envie?» Donc je faisais quand même attention à mes cycles, voilà, on avait une petite fille en pleine forme, on se disait que ça nous convenait aussi. Enfin voilà, il y avait tout ce processus en fait, psychologique, et j'ai eu besoin en fait ce temps aussi pour, voilà, me dire: Est-ce que j'aurais envie d'accueillir un deuxième enfant?» Et puis après je me disais très naïvement, parce que ça je te le dis avec le recul, mais que bon, bah, j'en ai déjà un, donc si j'en ai un deuxième, finalement je vais le vivre totalement différent, ce processus de grossesse. J'ai C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est peut-être bonus, tu vois? Et en fait, c'est ce que je pensais avant que mon bébé soit là, parce qu'une fois que je suis tombée enceinte, finalement, c'était pas bonus, c'était un vrai bébé à part entière et ça y est, j'étais redevenue, tu vois, dans un nouveau processus. Mais je me disais: «J'aurai de la distance». Voilà, ça serait ça. Et en fait, quand je suis, tombée enceinte, il y a eu tout ce processus effectivement de sophrologie en parallèle, que j'ai eu pendant ces 2 années. Mes enfants ont 5 ans d'écart. Du coup, quand je suis tombée enceinte, de Gabriel, j'étais déjà sophrologue. Ah oui. J'avais déjà, des choses, des techniques et mine de rien, je connaissais déjà le processus et ça, je trouve que ça aide aussi de bien être informé finalement. Il y a eu des rendez-vous en moins parce que, déjà j'ai eu, de fausses règles. Donc en fait, j'ai appris que j'étais enceinte de Gabriel, j'étais enceinte d'1 mois et demi et en fait, dans un parcours, comme le mien d'attente, ça fait 1 mois et demi de gagné. C'est Je me suis dit: «Mais en fait, il s'est caché, il a fait exprès pour, tu vois, me déstresser». Enfin, je sais pas comment dire, j'ai trouvé ça dingue. De toute façon, cette grossesse est liée par plein de choses, au cours de l'intuition et tu vois, quand je voyais les échographies, je les voyais totalement différemment. J'avais appris à me dire que ce moment-là, j'avais le droit de l'apprécier. C'est la première rencontre avec mon bébé, on verra ce qui va se passer. Tu vois, j'ai vécu les choses complètement différemment. Et j'avais parlé aussi à plus de personnes, ce qui fait que j'étais aussi mieux entourée, même si on était dans un cas de figure encore de confinement où on pouvait pas se voir. En plus, c'était risqué, enfin voilà, enceinte, on prenait les distances, il y avait pas encore, le vaccin et cetera de mis en route et j'étais seule, mais en même temps, voilà, je pouvais avoir des personnes à qui appeler, voilà, qui me confier. C'était, une grossesse, déjà enfin, c'était un processus long et douloureux, mais différent, vraiment différent. Et justement, enfin, tu vas nous expliquer un peu justement, on va faire la suite de ce deuxième épisode de ta grossesse avec la justement avec la sophrologie. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «C'est la sophrologie que j'ai envie de choisir»? Enfin, en fait, comment tu en viens à la sophrologie après donc ce premier parcours qui fait que tu vas, soit faire ça en side, quoi, ou tu vas carrément ensuite, quitter ton boulot pour faire, sophrologue? En fait, quand bah, tu vois, pour ma première grossesse, quand je rentrais chez moi et que je me disais que j'étais seule, c'est un long processus parce que j'ai été formée je suis sophrologue depuis 2019, ma fille est née en 2016. Mais je pense le mois après le postpartum et cetera, je me posais quand même les questions. Une fois que tu peux prendre un petit peu de recul, que tu es plus dans le dur, dans le vif du sujet, je me disais qu'il manquait quelque chose. Donc voilà, je redis, ma fille est née en 2016, donc il y avait pas autant d'outils, il y avait pas autant d'accompagnement qu'on peut avoir aussi maintenant, hein, c'est important. Et je me disais: «Mais c'est pas possible de rester sans rien, de rester, avec moi et ma souffrance et mon stress et mon angoisse. Je ne peux pas maîtriser ça, le résultat, mais qu'est-ce que je peux maîtriser, en fait? Qu'est-ce qui est maîtrisable dans une Ouais. situation Sur comme quoi celle tu que j'ai peux vécue? agir? En quoi je peux agir? Et du coup, je me suis orientée, j'ai fait des recherches en fait sur, ce qui existait, voilà, je m'orientais vers la psychologie, vers les choses comme ça et en parallèle, bah, mon projet de changer, tu vois, d'orientation professionnelle était en train de mûrir aussi. Je le voyais pas forcément venir, mais c'était quelque chose qui était là aussi en moi. Les 2 ont fait leur chemin en même temps, tu vois? Entre, qu'est-ce que je peux, enfin, quel accompagnement existe pour, accompagner les femmes? Tout de suite, je me suis posée sur d'autres femmes. Je veux pas laisser d'autres femmes vivre ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider?
C'était vraiment ça ma démarche et je pense que ça te parle pour le coup. Oh oui, Mais mais voilà, c'était vraiment cette idée de, «OK, je l'ai vécu, c'était l'enfer. Qu'est-ce que je peux faire moi pour que d'autres ne le fassent pas?» Et donc la sophrologie est venue à moi, je l'ai pratiquée, j'ai trouvé que c'était ultra bénéfique, j'étais tout de suite et très, très réactive et cette envie de changer d'orientation professionnelle, était en train de naître aussi et je me suis dit: «En tout cas, je vais me former». Mais ça a été, sur, je sais pas, je pense 1 an de réflexion. Mais je me suis dit: «Au moins, je vais me former, je vais voir, ça me plaît. Au pire, je serai, je saurai faire, mais voilà, en tout cas, je tu vais t'es formée je vais». avant d'appliquer, enfin, avant toi-même de suivre, des séances de sophrologie? Non, j'en ai fait, j'ai fait des séances avant et Oui, d'accord. j'ai vu que ça marchait très bien sur moi Oui, d'accord. et que tout de suite ça m'a parlé et cetera et donc du coup, je me suis dit en plus du projet de changer d'orientation professionnelle, je me suis dit: «Bah, autant». Et en fait, j'arrivais pas à me projeter en tant que sophrologue encore parce que c'était trop aussi de Ouais, changements dans radical, ma vie. ouais. Ouais, ouais. Ouais, trop radical, mais je me disais: «Bah, autant me former, au pire je serai formée», tu vois? Comme on peut se former, à Oui, une pour toi-même, discipline en fait. même pour Oui, toi-même. pour moi-même en fait et on verra ce que ça donne et en fait, ma formation, enfin, j'ai adoré. J'étais là où je devais être, c'était pleinement moi et j'ai tout de suite je me suis tout de suite orientée autour de la maternité, finalement, autour de ce que je pouvais apporter, autour des femmes. J'ai toujours tout de suite vu des pistes, des ouvertures, ça a vraiment tout de suite été une évidence et au moment où j'ai revécu, hem, mon stress et mon angoisse, je dis pas que ça a tout effacé et je pense que de toute façon ça n'effacera jamais, l'idée de ce processus, mais c'est vrai que je me suis autorisé des choses. J'ai fait des vrais exercices de respiration pour me calmer parce qu'il y a des moments où je pense que j'étais en crise quoi, en crise de stress, en Ouais, crise c'est de ça. d'angoisse, complètement. J'ai fait des crises d'angoisse, mais pendant les 1ers trimestres de mes grossesses, j'en ai jamais fait avant ni après. Pareil pour Gabrielle, j'étais malade, mais beaucoup moins que pour, Camille, pour ma fille. J'étais angoissée, mais pas pareil. Voilà, j'ai vécu les choses, c'était différent et j'ai essayé de me donner des outils pour mieux vivre les choses. Par exemple, voilà, mes nausées, j'ai essayé de faire des exercices de respiration, des points d'acupuncture. Je me donnais la possibilité d'avoir des outils, pour, m'aider dans ce moment et aussi je me suis autorisée à me couper de mes amis si j'en avais besoin. Parce que de vivre ça, c'est quelque chose que je vivais ça m'appartient, en fait et je me suis autorisée aussi à ce que ça m'appartienne pleinement et que si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Si j'ai envie d'en parler à des copines, j'en parle. C'est-à-dire que j'ai envoyé des messages par moment à des copines en disant: «Je suis pas bien du tout, j'ai besoin de vous». Elles l'ont peut-être pris en enfin, tu vois, c'est bizarre de recevoir ça, mais et des moments, je restais quelques semaines sans rien enfin, quelques jours sans rien dire et cetera et c'était comme ça et par contre, j'étais assez libre là-dessus et je me suis autorisée à aimer aussi ce moment. C'est un peu bizarre, mais à aimer, l'échographie. Quand j'ai eu l'échographie, que j'ai découvert que j'étais enceinte finalement d'1 mois et demi, j'étais mais tellement sereine, tellement bien de le voir. Je me suis dit: «Tout va bien se passer». C'est pas d'être positive pour être positive, mais je me suis dit: «Là, allez, ça va aller». Juste après, l'angoisse est revenue, mais en tout cas, j'ai eu Oui. ces petits sas de décompression et honnêtement, c'est précieux. C'est peut-être petit, c'est peut-être très court parce que ça revenait très, très vite comme un boomerang, mais ça aide et ça fait du bien d'avoir ces quelques minutes, ces quelques instants de et je me suis dit: «Finalement, pour l'instant, ça va». Pour l'instant, la sortie de l'échographie, il me dit: «Mon bébé est en pleine forme». Donc j'apprécie aussi d'entendre ça, tu vois? J'apprécie de me dire, «Tout va bien». Ça, c'est hyper précieux parce que justement, enfin, on en parle aussi, souvent avec les femmes, sur Wonder Woman qui ont des cicatrices et qui justement, dès qu'elles se voient, en fait, qu'elles voient ces cicatrices, sont dans ces moments d'apnée, dont tu parles et qui lèvent enfin voilà, se sont mal et c'est pour ça qu'il y a un des accompagnements qui s'appelle Oxygène parce qu'en fait, c'est exactement ça, c'est comment je fais pour faire le point, pour reprendre de l'air et pour comme tu l'as mais tellement bien fait et franchement, j'aurais aimé avoir, ta ressource à l'époque. Moi, c'est venu plus tard, de tout de suite te dire: «Ah OK, j'ai créé Wonder Woman», mais je veux dire, au moment où c'était aussi difficile de se dire: «Je veux tout de suite mettre en place
des choses pour moi. Alors je pense qu'on le fait tous à nos niveaux, tu vois? Est-ce que tu vas aller Mmh. marcher? Tu vas aller faire un peu de sport? Tu vas te créer cette bulle, mais toi, tu as vraiment été jusqu'à te former, jusqu'à vraiment, te dire: «Je me donne, les moyens», mais avec des outils concrets et franchement, c'est tellement louable parce que ça demande une telle prise de recul. Enfin, franchement, tu es vraiment balèze. Hem et c'est vrai que, voilà, je leur dis souvent: «Est-ce que vous avez cette minute de régénérescence, chaque jour? Est-ce que vous avez cette Mmh. minute, tu vois, qui vous appartient?» Je leur donne un exemple, je leur dis: «Moi, par exemple, c'est dans ma douche». Mais en fait, ça date de quoi? Ça date de cette phase que j'ai vécue comme toi, cette phase de vide et où je me disais parce que comme j'avais déjà mon premier enfant, je me disais: «C'est le moment», en gros, bon, tu vois, physiquement, je suis dans ma douche, donc a priori, personne ne va rentrer et qui était, un moment entre moi et moi-même. Et Ouais. c'est ce que j'essaie de dire aux femmes, tu vois, aux nanas, j'allais dire, aux femmes, c'est de leur dire, est-ce que tu as ce moment qui t'appartient qu'à toi, comme tu le dis, même si c'est très court, que tu apprécies, qui te fait du bien, et où tu ne te concentres que sur ton ressenti, mais presque c'est physique, quoi. Mmh. Euh, L'eau chaude qui coule sur toi, est-ce que tu te sens bien, enfin, tu vois, et, Oui, euh, oui. et je trouve que dans nos vies à 200 à l'heure, le fait que, voilà, on le dit assez, on soit dans le boulot et à la maison, et qu'il faut être parfait partout, etc. Même si bien sûr on n'aime pas ça et qu'on ne prône pas, mais on se l'impose nous-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Bah, je trouve qu'on ne se les accorde jamais ces pauses-là, jusqu'à ce que justement bah, il se passe ce qui doit se passer. Et là, malheureusement, bah, dans ton cas, deux fois, ces parcours si difficiles. Et franchement, merci de parler de ça de ta force parce que ça prouve, enfin, ça prouve que c'est possible, ça demande un effort, c'est pas facile, mais c'est possible, tu vois? Et ça, je trouve que c'est un message vraiment très fort. Hem, pour avancer sur ton parcours, pour qu'on parle un peu plus de sophrologie, que tu nous expliques un peu plus concrètement comment ça t'a aidé. Tu parlais d'exercices de respiration. Juste pour qu'on comprenne ce deuxième parcours, tu refais aussi, une biopsie, tu refais tout le même parcours? Eh bien, ouais, ouais, tout le même processus, du coup, c'est pas le même hôpital. Par contre, c'est toujours le même échographe qui est juste, extraordinaire, qui est spécialisé, dans ces accompagnements-là et qui, du coup, m'a, vraiment, portée. Enfin, voilà, c'est vraiment important et oui, c'est la même chose. C'est 2 mois et demi, biopsie, et 3 mois, j'ai le résultat et donc bah, un peu, en termes de statistiques, on est à 25 de probabilité que j'ai eu 2 enfants sains et j'ai 2 enfants sains, en plus un garçon et une fille et là pareil, j'arrête d'être malade, je suis bien, tout se passe bien. Alors une grossesse un peu plus, compliquée d'un point de vue physique, mais moralement, enfin voilà, c'est lunaire d'avoir, et pareil ça donne aussi, énormément de valeur à tout ça, mais oui, mais pareil, la biopsie, je la vis différemment. Je la vis différemment parce que, déjà, je suis entourée, de personnes différentes. On met de la musique pour me détendre. On me dit de penser à quelque chose d'autre. On me dit, voilà, que ça peut bien se passer, que j'ai déjà un enfant. Enfin, tu vois, il y a tout un environnement, Bienveillant, une bulle. une bulle. Ils ont réussi à me créer une bulle. C'est pas du tout là, c'était à l'américain, l'hôpital américain et ils ont été assez exceptionnels, mais c'est des choses qui comptent énormément et c'est en ça aussi que je me dis la force du mental, et ça n'impacte pas le résultat, mais au moins ce moment-là, je l'ai vécu, mais évidemment, j'étais toujours en pleurs, mais vraiment la première fois, c'était un moment de souffrance pure, morale, physique, psychologique. Ma deuxième biopsie, c'est un moment, je me rappelle pas de la douleur, tu vois, par exemple et je me rappelle, bah, de tout ce que je viens de te décrire, l'environnement, de la personne qui me tenait la main, enfin, tu vois, de tout ça, hem, c'est de ce dont je me souviens. Alors que tous les 2 ont des résultats positifs, tu vois? Et je me souviens pas du tout de la même chose et c'est pour ça à quel point, et bah, c'est pas inutile de créer ces environnements, de se créer ces bulles, heu, de voilà, c'est des moments difficiles à passer, mais au moins, eux, ils ont tout fait pour que ce soit, en douceur, tu vois? Et apaisé. Et j'allais dire, c'est pas très difficile, en tant que Ouais, thérapeute, en tant que médecin ou en tant que, voilà, que coach ou, voilà, en tout cas quand on est en lien avec l'humain, bah, de créer ces petits moments parce qu'en fait, c'est juste des mots et autant certains mots peuvent être terribles et comme toi tu le disais, des phrases qui résonnent dans ta tête, autant, ils peuvent tout effacer parce que alors du coup, je ne sais plus qui dit ça, mais on ne se souviendra pas de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, mais de comment on a ressenti les choses. Et toi, c'est exactement ce que tu as vécu. Et exactement.
as dans la vie. Tu te souviens des émotions que ça te laisse et ça, c'est hyper important. Hem, la sophrologie, elle va t'accompagner jusqu'à la fin de ta grossesse. Est-ce que enfin, bah, non, parce que tu as dû t'arrêter. Parce que à quel moment tu deviens sophrologue à plein temps, du coup? À quel moment tu te lances dans l'aventure? C'est, 1 an après la naissance de mon deuxième bébé, donc c'est un peu plus tard. Par contre, je pratiquais déjà, en plus de mon travail. C'était vraiment une pratique que je faisais, le week-end. J'avais créé un statut d'auto-entrepreneur, mon travail était au courant et cetera. C'était vraiment une double vie presque au début et du coup, pendant toute ma grossesse, je consultais et donc bah, je pratiquais aussi. Enfin, c'est-à-dire que du coup, moi, en tant que praticienne, quand je fais de la sophrologie, j'explique les exercices de respiration et cetera. Donc je l'ai fait donc toute ma grossesse, Ah oui. j'ai fait des exercices et en plus on était en confinement. C'était pas le premier confinement dur, mais c'était encore un confinement où on pouvait pas voir nos proches, où les piscines étaient fermées. Ça, c'était l'enfer quand en 2e grossesse, j'avais tellement envie. Mais voilà, où on pouvait pas il y avait pas les bars d'ouverts, il y avait pas les restaurants d'ouverts, il y avait pas de vie sociale et c'est vrai que d'avoir la sophrologie, de la pratiquer, c'était un vrai sas de décompression et c'était vraiment aussi une mise en pratique, voilà, de ce que j'avais commencé à apprendre et cetera et après et bah, une fois que j'ai eu, mon fils, là, je me suis vraiment dit, «C'est plus qu'une passion, c'est plus qu'un métier en plus» et c'est surtout que ça prenait de plus en plus d'ampleur. J'avais de plus en plus de rendez-vous, j'ai créé des ateliers parents-enfants ou que je faisais le week-end. Je bossais le soir, les pauses de midi parce que j'ouvrais les créneaux quand c'était mes pauses, en fait, de boulot. Et à un moment, j'ai saturé. Je me suis dit: «Soit j'arrête l'un, soit j'arrête l'autre». Parce que on peut pas tout faire. Enfin, il y a un moment, je venais d'avoir un deuxième enfant en plus, je te parle de tout ça, il avait, quelques mois, voire 1 an max. Donc non, non, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» et puis c'est vrai que, bah, de sortir mon coffret, voilà, j'étais en train de travailler dessus, de signer avec une maison d'édition, d'avoir des jolis, partenariats, enfin voilà, des jolis projets. Je me suis dit: «Bon, il faut que je tente. Il faut que je me lance en tant que sophrologue, et que je me mette à mon voilà, que je me mette à mon compte». Ouais, parce que du coup, ton enfant avait 1 an, c'est ça? En fait, je suis vraiment libérée de mon autre travail professionnel depuis, fin août 2022. Oui, c'est ça. Ça fait Non, mais ce que presque je veux dire, c'est que, te ton tout est venu en même temps, ta sophro à 100 ton coffret, parce que j'imagine que ça prend beaucoup de temps entre, En fait, j'ai tout fait en même temps, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. je me suis formée en même temps que j'avais un travail, j'ai pratiqué en même temps que j'ai eu un deuxième enfant, C'est ça. j'ai créé un coffret de jeux en même temps que j'étais en train de construire ma société, de monter ma société. Enfin voilà, je sais pas, je suis peut-être faite pour avoir plein de choses en même temps, mais j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tout s'est fait, en parallèle. Je pense qu'au début, j'assumais pas vraiment la sophrologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'était aussi une démarche de se dire: «Je veux être sophrologue», parce que c'est quand même, financièrement, je quitte un job avec une rémunération qui me convenait totalement. Un job où j'avais des évolutions possibles, où j'avais, une carrière à envisager, enfin voilà, où j'étais bien dans cette boîte. Il y avait rien Et tu nous as pas dit ce qui que tu faisais, en fait, avant? J'étais responsable recrutement dans une société de services en informatique, responsable d'un pôle recrutement, marque employeur et cetera et j'avais une équipe, enfin voilà, il y avait plein de choses très intéressantes à mettre en place. La société, ça se passait très bien, mais j'étais pas heureuse. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, Tu c'est pas comme ça et alignée. c'est un peu Ouais. j'étais pas alignée, mais voilà, tu te dis: «J'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai un mari», enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est une décision on Oh, prend comme pas je à la te légère. comprends! Beh oui, je Oh, sais comme je bien, te ouais. comprends! Mais il y a un moment, je me dis: «Je suis pas heureuse». Voilà, je suis Ouais. pas heureuse et je l'ai su au moment où ma société, justement, en revenant de congé mat et cetera, m'offre, une augmentation, m'offre un poste, voilà, avec des responsabilités, me déballe presque le tapis rouge pour me mettre bien. C'est génial, hein, franchement, c'est top C'est et tellement rare bravo que à elle. bravo! Oui, c'est tellement rare et c'est Bon, pour ça. C'est bravo, c'est-à-dire que moi, je reviens de congé mat, je suis, c'est fort ce que je veux dire, mais comme une reine presque et je me dis: «Si j'ai là, avec tous ces éléments-là, le salaire, ouais, le si tu as poste pas et envie, ouais. cetera et si je suis pas heureuse, il faut aussi que je sois honnête avec eux, avec moi, Bien avec sûr. tout». Ça va être dur à leur dire parce que justement, ils engagent tout ça vis-à-vis de moi,
mais c'était plus possible et là, c'est là où j'ai su qu'il fallait vraiment que j'arrête parce que Ouais, mais quelque part, c'est pas contre eux, c'est plutôt que je non, oui, ce qui se passe et beaucoup de personnes pensent que des femmes qui se lancent comme toi, d'ailleurs, je voulais dire qu'avec tout ce que tu fais, tu ne pouvais que créer Elles agissent, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais que souvent on dit oui, les femmes après la maternité, c'est là qu'elles créent des boîtes, c'est là où... Mais en fait, bon, déjà, dans les parcours, il y a des parcours très difficiles comme ce que tu as vécu ou comme ce que j'ai pu vivre, où tout simplement tu frôles la mort. C'est-à-dire que mmh, toi, tu frôles la mort potentielle de ton enfant. Dans mon cas, par exemple, ou le cas d'autres femmes, enfin, je veux dire, tu frôles la mort à l'accouchement. Donc forcément, il se passe un truc dans ta tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es sur Terre pour faire quoi? Enfin, je veux dire, quelle est ta quête de sens? Voilà. Et comme toi, tu es animé, forcément, tu vas être en recherche d'un alignement entre tes envies, enfin, ta pulsion de vie, elle n'est pas dans le boss tout est, quoi, tout simplement. Et c'est pas lié au fait d'être mère et d'avoir accouché, pour ceux qui comprennent pas, en fait, ce déclic. C'est juste que les gens qui vivent un truc très dur dans leur vie, des décès, un accident, qui sont confrontés à quelque chose de vraiment difficile, qui leur fait ce choc-là, la pulsion de vie qu'ils vont avoir à ce moment-là, bah, peut-être qu'elle va pas aller dans ce qu'ils sont en train de faire, ou alors au contraire, ça va les propulser parce qu'ils vont dire je suis exactement là où je dois être. Mais il y a plein de gens qui vont vivre ce qu'on vit nous à ces moments-là de la maternité, mais dans d'autres moments de leur vie. Et c'est bien que tu en parles parce que je trouve que ça déringardise, tu vois, parce que souvent les gens disent ah oui, elle a eu un bébé, alors du coup elle change, machin. Mais non, en fait, il faut comprendre profondément ce qui se passe dans ton être. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est pour aller créer de la valeur pour d'autres femmes. Et franchement, c'est vraiment canon. Euh, Est-ce que tu veux bien juste nous dire quelques mots sur justement la sophrologie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe une séance juste de manière un peu tu vois, pour néophytes, pour personnes qui aimeraient tenter, mais qui savent pas trop, est-ce que c'est fait pour eux? Alors, j'imagine qu'il y a autant de sophrologues que de enfin, de sophrologie que de mmh. sophrologues, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer les grandes lignes et surtout, tu sais, si tu ressens ça, alors la sophrologie est fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthode, verbale, hein, non tactile. Ça, c'est important parce que souvent, on me demande si je touche les gens et non, non, je ne suis pas masseuse ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire à quel point on comprend pas. Mais Exactement, c'est pour ça c'est que je te ouais, demande. ouais et c'est vraiment, plutôt un ensemble de techniques, comme la respiration, la relaxation, la détente et la visualisation qui vont permettre vraiment, à la fois d'agir sur le mental et sur le corps. En fait, on part vraiment du c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode psychocomportementale. C'est on part du principe que c'est vraiment, le corps et l'esprit sont liés, et qu'avec ces techniques, on va pouvoir, vraiment ancrer un état d'esprit, un bien-être général, améliorer des choses comme le stress, la confiance en soi, et vraiment, on favorise l'équilibre, vraiment entre le corps, le mental et les émotions. Ça, c'est important. Et voilà, les techniques que dont je parle, vraiment la respiration, on ne se rend pas compte de l'outil que c'est et à quel point physiologiquement ça apporte voilà, on respire, tu fais le mouvement de voilà, de respirer, on a le souffle court, on prend pas le temps de respirer. La respiration, ça peut apporter donc déjà un bien-être physiologique et puis après, on va l'utiliser avec, l'intention qu'on a envie de donner à cette respiration, les détentes musculaires. On va apprendre à se connaître. C'est peut-être un peu, hem, basique de dire ça, mais en fait, moi je me connais très, très bien. Je sais quand j'ai du stress, du bon stress et quand j'ai un stress qui est en train de me bouffer et Ouais. ça, c'est une vraie force, en fait Oui, et entre c'est de ce qu'on apprend. l'adrénaline, entre avoir de l'adrénaline et du cortisol négatif. Enfin, il y Ouais, a un peu ouais, les deux, mais ouais, ça ouais, n'a pas le même ouais. impact sur ton corps, quoi. Oui et puis comprendre notre cerveau. La visualisation, c'est un outil incroyable pour, désancrer des choses parce que je ne suis pas capable de, je ne peux pas, je Mais ne oui, veux enfin, tu vois? Je ne sais pas faire. Ça, c'est des choses, pas tout le temps, mais voilà, c'est des choses qui sont ancrées en nous et qu'avec la visualisation, on va pouvoir vraiment travailler pour, permettre de remettre l'ordinateur à plat, j'ai envie de dire. C'est vraiment de se dire: «OK, je revois les choses différemment».
En sophrologie, la personne est toujours là, c'est-à-dire qu'on travaille sur un état de conscience modifié qui est entre le conscient et l'inconscient à égalité. Voilà, c'est ce que j'allais te Ouais. demander parce que En dans hypnose, on travaille sur l'inconscient, tu vois? voilà, On c'est ça, travaille c'est ça voilà. volontairement, Mmh. sur un état où on est plus, sur l'inconscient. La sophrologie, on est entre les 2. On Mmh. est dans cet état, pour que ce soit bien concret, quand on est en voiture, par exemple, qu'on fait un trajet. On va faire le trajet, mais on va penser complètement à autre chose. On se voit tous penser à quelque chose et se dire en arrivant, «Le trajet, je l'ai fait, presque machinalement», tu vois ce qu'on dit, «Mais j'ai pensé à autre chose». Et en fait, c'est cet état-là qu'on va rechercher, c'est-à-dire c'est un état où la personne est là, mais en même temps, on va penser à autre chose, on va aller chercher des choses en profondeur. Alors c'est pas quelque chose qu'on arrive dès la première séance à avoir, hein, c'est ce qu'on appelle, aussi le fameux lâcher prise, hein. On a plein de choses qui nous bloquent et qui nous retient, de pas vouloir, c'est un état de défense ou d'être dans la rétention, ou de pas me connaître ou d'avoir peur de ce qui peut, se ressortir aussi en nous parce qu'on fait un vrai travail. Mais une fois qu'on a lâché, toutes ces, réticence, tout ce qui nous retient, là, on peut travailler sur des choses en profondeur, sans jugement de valeur, sans ancrage. Et là, on va vraiment aller chercher qui on est vraiment. Et une fois qu'on va chercher qui on est vraiment, on peut révéler des énormes choses, des clés très importantes. Et là, toutes les possibilités s'offrent à nous. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche qui nous stressait va devenir un vrai challenge, par exemple. L'accouchement que je veux faire en physiologique et ben, je vais m'y préparer. Je ne sais pas évidemment comment ça va se passer, mais au moins je vais me donner tous les outils et comme on disait tout à l'heure, tous les sas de décompression et toute la visualisation. En fait, n'anticipons plus quelque chose de négatif quand on ne sait pas comment ça va se passer, tu vois? C'est un peu ça la sophro, on va dire. C'est aussi une philosophie de vie, un état d'esprit, c'est vraiment: «Allez, donnons-nous tous les pouvoirs et tous les connaissances possibles pour connaître notre et corps, notre esprit». si je me mets à la place, que je fais exprès, tu vois, je pense que c'est hyper important, ça arrive à la fin de l'épisode, mais je pense vraiment que c'est important. OK, je vais pas payer quelqu'un pour apprendre à respirer. Je fais exprès parce que c'est souvent ce qu'on va entendre. Tu vois, les gens qui connaissent rien, ils vont dire: «Bah, j'ai pas besoin», enfin, tu vois, je vais aller respirer 3 fois, ça sert à rien et moi, j'ai fait partie de ces personnes qui pensaient ça parce qu'apparemment j'avais des jugements et jusqu'au jour où j'ai fait une séance de sophro et où en fait j'ai eu envie de voilà de refaire mes séances tous les 2 jours quoi. Donc je te vois qui acquiesce. Est-ce que tu penses que ceux qui pourraient, parce que tu as bien expliqué, je pense que c'est quand même assez clair et on aura tes contacts en ressources si voilà des personnes veulent aller te poser des questions, regarder ce que tu fais, et Bien cetera. sûr. Mmh. Mais est-ce que tu penses aussi, ça je pense que c'est important par rapport à tout ce que tu as dit, tout cet épisode, c'est que finalement refuser, enfin voir ça comme juste un exercice de respiration et pas, se dire: «Je vais aller regarder, au fond de moi-même», c'est une façon aussi de jamais vraiment traiter le problème et de toujours, tu sais, le fameux «c'est pas pour moi», mais non, mais parce qu'en fait, Mmh. de demander une introspection, et de vraiment te confronter à tes démons aussi quelque part et à qui tu es vraiment. Enfin, est-ce que voilà, on est d'accord que, c'est, c'est exactement ça? C'est-à-dire que tu pourras pas faire ta séance de sophro, si tu y mets pas l'intention. En gros, c'est un peu ça Ah que non, oui, oui, bien sûr, c'est un travail, c'est un duo, c'est une méthode, mais c'est collectif. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire le gros du enfin, si, je vais faire le gros du travail, mais en fait, la personne, déjà, si elle vient vers moi, elle fait déjà une étape. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu parlais des réticents. Si les réticents, ne jugent avant d'essayer, c'est un peu comme pour tout, si tu connais pas vraiment la chose, essaie et après tu feras ton jugement. oui, Tu vois complètement. ce que je veux dire? Non, mais complètement. Et donc ceux qui disent que ça ne sert à rien ou que c'est superficiel et ben voilà, si mon explication ne les convainc pas, bah, je j'ai rien d'autre à dire parce qu'en fait, allez faire peut-être un travail déjà sur vous-même, sur, pourquoi vous avez des jugements sur ça. Ouais, Non, ouais. voilà. Non, non, mais Et du coup et ouais. du coup, quand une personne vient me voir, elle a déjà fait énormément de travail sur elle, en disant: «Mais en fait, la sophrologie, j'ai envie de m'apporter un bien-être». Vraiment ancré. C'est-à-dire que c'est quelque chose moi, je donne les clés, je donne, les outils, on travaille sur quelque chose, mais après la personne, elle peut le faire elle-même, tu vois? L'idée, c'est pas me revoir, c'est de me voir le temps donné et après, c'est d'avoir vraiment, c'est ce que je parlais de l'ordinateur, un peu le remettre à plat et le remettre différemment.
on ne que quelqu'un me dise qu'il n'a pas d'ancrage, que quelqu'un me dise qu'il n'a pas en lui, des, choses qui le bloquent ou qui l'empêchent d'être pleinement lui. Bah, à ce moment-là, OK, très bien, il a pas besoin de moi. Mais sinon, il tout le monde a besoin d'aller chercher un peu en profondeur, d'aller trouver ses ressources, ses clés pour, se révéler. En fait, on vient me voir avec un problème et au bout de la première séance, on a un objectif. Donc c'est déjà voir les choses complètement différemment, Ah tu oui, vois? oui, moi je suis convaincue, hein. Je dis ça pour ceux qui écoutent et qui hésitaient encore. Encore une fois, ton explication était très claire, mais c'est vrai que j'aime bien, tu vois, enfoncer les portes ouvertes pour déconstruire en fait les idées reçues. Et Non, mais on m'a aussi dit que c'était un truc de bobo, tu vois? La ah oui, sophrologie, c'est quelque chose de bobo. oui, mais comme manger sainement, c'est un truc de bobo, enfin tu sais. Voilà. Moi, je sais pas quoi répondre à ça parce que finalement, bah, que les bobos aiment ça, tant mieux, enfin voilà, que tant quelque part, mais c'est je parle de respiration, de visualisation et de relaxation, c'est accessible à tout le monde. C'est comme la course, on prend ses baskets, il y a pas besoin d'avoir d'argent pour Complètement, ça, tu vois? complètement. Ouais. Donc c'est après, c'est plutôt un état d'esprit. Est-ce que j'ai envie de changer? Ça, c'est déjà une C'est première ça, étape. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Ça, on le voit ensemble et cetera et comment le changer? On le voit ensemble. Mais c'est la le moi, je vais pas chercher mes clients, c'est-à-dire que moi, j'ai des clients aussi qui m'avaient dit une fois, par texto: «Est-ce que tu peux me prendre tel blocage de rendez-vous?» enfin et cetera et je dis: «Non, non, non, c'est pas moi, je suis pas là pour ça». Ça fait partie de la démarche que de prendre son rendez-vous, que de payer aussi. Je suis désolée, c'est quelque chose d'important de payer un service, de payer une consultation, parce que, parce que c'est toute une démarche en fait de changement, en fait. Oui, et C'est puis tout qui a un ta valeur, processus, c'est ta valeur. ça a de la valeur et c'est un processus où on se dit on s'engage aussi quelque part, tu vois? Complètement, complètement. Et on a tout un état d'esprit différent quand on est engagé, bah, par l'assiduité, parce que je donne des exercices entre les séances, pour que justement ça devienne quelque chose de plus automatique. Parce Mmh. que sinon, c'est vraiment un apprentissage la sophrologie. C'est, apprendre différemment à ressentir ce que notre corps nous donne comme signaux, à écouter quand on est, pas prêt à vivre quelque chose, à comprendre pourquoi. C'est vraiment tout ça qu'on apprend, c'est un apprentissage, mais un apprentissage, ça se fait pas en une séance, vous allez pas devenir, sophrologue. C'est vraiment quelque chose de long et qui est engageant pour la personne qui vient me voir aussi. Ouais. Non, mais c'est super de faire ce point-là parce que souvent on voit que la difficulté de se prendre en main, de dire ok, je vais le faire, je m'engage. Tu vois, enfin, je fais un comparatif bête, hein, mais ceux qui ont des bonnes résolutions, qui s'inscrivent en salle de sport et au bout de 2 semaines, qui y vont plus, euh, Exactement. tu vois, là, on est vraiment dans une idée de j'ai besoin de bien-être. Et je trouve qu'en tant que femme, on se l'autorise pas assez de se dire, voilà, j'ai besoin de bien-être, j'ai besoin de mettre, comme tu l'as fait toi, hein, d'avoir des outils pour aller mieux dans ma vie. Ouais. J'ai le droit de prendre cette séance de sophrologie, j'ai le droit de me sentir bien. Si la sophrologie ne convient pas, que je vais essayer autre chose, j'essaye autre chose, mais j'ai le droit de prendre ce temps pour moi, cet investissement. Je le dis parce qu'on enregistre cet épisode sur la semaine internationale pour les droits et l'égalité femmes-hommes. Je le remarque aussi moi par rapport à mon activité, les femmes n'osent pas s'autoriser le droit de prendre soin d'elles, comme si elles devaient passer après tout le reste. Et donc, je te remercie pour ce petit point, au-delà de nous expliquer pour la sophrologie, mais aussi de cette démarche, parce que quel monde on laisse si on est tout le temps dans l'action, la réaction, la surréaction, Mmh. et jamais dans un peu le soin pour soi et de justement aller chercher ces blocages et d'aller mieux. Donc franchement, mais merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la sophrologie avant que je te pose des questions de conclusion? Juste, bah, pour rebondir, vraiment rapidement sur ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de travailler avec les enfants autour de la sophrologie parce qu'on leur donne des bases, Oui, autour de leurs émotions pour qu'ils comprennent ce qu'ils ressentent et aussi pour qu'ils comprennent ce que ressentent les autres. C'est-à-dire que de voir, le monde qui nous entoure différemment, sans jugement ou en tout cas avec un œil différent en se disant, «Qu'est-ce que l'autre ressent?» s'ouvrir un peu à ses propres émotions et comprendre celles des autres. C'est vraiment donner des outils à ces enfants pour que le monde de demain soit un petit peu plus différent en termes de jugement, en termes,
de compréhension de son corps et de son mental et ça, c'est aussi important et moi, je trouve et je félicite vraiment tous les parents qui viennent me voir parce qu'ils donnent des superbes outils à leurs enfants, pour évoluer et avoir une vision, plus large, différente de ce que sera, leur corps, leurs évolutions, leurs émotions. Ils seront déjà outillés et ça, Ouais. c'est important. Ouais, c'est formidable. Franchement, c'est dommage que tu sois si loin parce que j'aimerais bien te voir et surtout, j'ai hâte aussi de voir, ton coffret, qui est dans cette veine-là, sur, justement la gestion des émotions pour les enfants et tout. Franchement, c'est vraiment génial. Est-ce que pour conclure, tu aurais 3 conseils, alors ça peut être lié à ce que tu as vécu personnellement ou par rapport à la sophrologie, 3 conseils à donner aux femmes qui nous écoutent? Alors oui, écoute, 3 conseils déjà, c'est je vais revenir sur celui qu'on a un peu donné, mais c'est de prendre du temps pour soi. C'est hyper important de vraiment, se considérer, comme une personne à part entière. Enfin voilà, c'est ne pas s'oublier, ça c'est très important. De s'ouvrir à toutes les informations qu'il y a. Enfin moi je suis complètement fan de podcasts et je trouve que c'est une source d'information incroyable. C'est en fait, moi, je tape parfois par mots-clés, tu vois? Je tape, même parfois sophrologie, hein, marketing, entreprise, enfin, peu importe le sujet et là, c'est une source d'inspiration et vraiment s'ouvrir à ce média, je trouve que c'est hyper et en plus, si c'est des personnes qui nous écoutent là, je pense que elles le sauront, mais en tout cas, de pas hésiter à aller fouiller dans tout ce qu'il peut y avoir comme ressources autour de ça et puis, un troisième conseil, bah, c'est, ouais, c'est peut-être, profiter quoi, cette vie elle est courte, elle est éphémère, hein, pour tout le monde. Il y aura des hauts et des bas, mais en tout cas, voilà, on est là, profitons de chaque instant, profitons de cet épisode qui était très sympa et profitons de du petit café que vous avez pris peut-être en même temps ou du thé ou j'en sais rien et de profiter des instants, même des instants difficiles parce que, bah, voilà, finalement, ça fait partie de la vie et quoi qu'il en soit, tout ça, ça passera donc voilà, il faut profiter. Et est-ce que tu je ne peux que, je plus sois. Est-ce que tu as un dernier message particulier qui serait pas une recommandation, mais plutôt un message qui te tient à cœur que tu voudrais faire passer? Bah, je pense que oui, c'est plutôt autour, des femmes, d'écouter, vraiment je pense qu'on a tout à gagner à écouter, les personnes qui sont autour de nous, à prendre le temps de discuter, de parler, d'apprendre des autres. Ça nous permet de nous ouvrir, nos perspectives, d'ouvrir, notre état d'esprit, et ça, c'est très simple, hein. On peut vraiment aller discuter avec tout le monde. Moi, j'ai plutôt, envie de donner la parole aux femmes, mais OK, pour écouter certains hommes, donc pas de souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas, de s'ouvrir. Ce monde, il est pas si, terrible. Les gens sont assez sympas. C'est un message un peu à contresens, mais c'est vrai qu'on est, toujours un peu dans le négatif et il y a plein de choses positives qui peut se passer, juste à côté de nous et il faut se nourrir de ça, en Oui, fait. c'est homme comme femme. Là, tu disais les femmes, mais c'est homme comme femme. Oui, c'est homme comme femme. Après, j'ai l'habitude de dire les femmes parce que, mon podcast donne la parole aux femmes. Je Ah oui, suis oui, entourée de beaucoup de femmes inspirantes, oui. mais c'est pour tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que les hommes aussi peuvent écouter les personnes autour d'eux et notamment les femmes, tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Donc oui, oui, non, mais Évidemment, évidemment, il est temps de nous écouter, voyons. eh bien, as-tu une ressource particulière à nous recommander en dehors, bien sûr, de ton podcast Elles agissent que je vais mettre dans les ressources? Il y a un autre podcast que j'adore qui s'appelle, Miroir, qui est, le podcast d'Amélie Marzoux, qui est une photographe, portraitiste et qui, aime révéler la beauté, intérieure des gens donc et extérieure parce que son métier de photographe le permet et je pense que les femmes qui peuvent écouter, ton podcast peuvent avoir, du mal parfois de se regarder dans le miroir, à regarder son reflet et elle met, en avant son micro passe, vraiment
toutes les personnes, enfin voilà, hommes, femmes, peu importe l'âge, peu importe, la corpulence, le vécu du corps et cetera et je pense que c'est une dose vraiment d'acceptation de soi, de s'aimer aussi et voilà, je recommande très fortement ce podcast. Génial, super. Bah Je oui. reste dans le podcast, je suis désolée, mais voilà. Non, mais c'est parfait. Et puis, c'est vrai que c'est une belle complémentarité avec Eldagiste, avec ce podcast aussi. Donc, c'est génial. Et effectivement, je vois bien le travail d'Amélie qui est très, très beau. Et d'ailleurs, il faut que je lui fasse un message. Où peut-on t'écrire ou te contacter? Quel est le biais que tu préfères? Eh beh, écoute, vraiment partout. Enfin, tu vois, moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, sur emily.b, sophrologue, sur mon site, voilà, il y a pas de souci, je réponds avec grand plaisir à toutes les interrogations, et autres. Eh ben, écoute, je mettrai tous les liens pour te contacter dans les ressources. Vraiment, je te remercie beaucoup pour la générosité de ton partage parce que tu vois, ça m'en fait des frissons. Parce qu'en fait, parler de soi comme ça demande vraiment beaucoup de courage. Donc, je te remercie pour ça, pour ton honnêteté et puis aussi pour nous avoir aussi montré en quoi la sophrologie est si profonde et enfin, on devrait tous faire de la sophrologie. Mmh. Et vraiment merci pour ça. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que la respiration, c'est aussi nécessaire à la cicatrisation, que bien respirer, bien s'oxygéner, c'est nécessaire et que le cortisol fait partie des 5 ennemis, de la cicatrisation et que le cortisol, on le bat, du stress, grâce, au bien-être, à se sentir bien. Donc la sophrologie permet de bien cicatriser et Mmh. donc voilà, psychologiquement et physiquement. Et voilà, donc je te remercie beaucoup pour cet épisode. Et puis, on te dit à très vite. Et surtout, tu peux nous redire la date de sortie du coffret, s'il te plaît? Je l'ai pas encore, mais exact, mais ça sera en septembre, 2023 pour la rentrée. Génial, Voilà. parfait. OK. Et à mon tour de te remercier Audrey pour cette invitation et d'avoir parlé de ce sujet. Pour moi, c'est une grande première, donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je pense que ça permet aussi de bien cicatriser justement cette cicatrice dont on a parlé et de clôturer, sans l'oublier, mais de clôturer quand même un chapitre. Donc Ah, merci beaucoup. je suis très touchée, vraiment, et merci à toi. Je t'embrasse beaucoup et on se dit à très vite. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci à Émilie pour sa confiance et sa résilience. Et si vous voulez en savoir plus, alors inscrivez-vous à notre newsletter. Ça vous donnera toutes les infos sur nos prochaines rencontres, ateliers, les prochains épisodes de podcast et bien sûr des choses inédites que je ne partage que dans la newsletter. Et si vous avez aimé cet épisode, alors mettez 5 étoiles s'il vous plaît et un petit commentaire. Ça aidera les autres femmes à découvrir le podcast et puis à se sentir moins seules, peut-être comme vous, à l'écoute de cet épisode. Merci beaucoup et à très vite. N'oubliez pas, vous êtes de super héroïnes.